On va regarder maintenant une application des définitions introduites précédemment, un problème classique de correction du facteur de puissance chez un client d'un fournisseur d'électricité. Alors, il faut voir que dans un réseau électrique, il y a en général beaucoup de charges inductives. Premièrement, et en particulier chez les gros clients industriels, l'électricité sert à faire tourner beaucoup de moteurs, et les moteurs mettent en jeu des inductances. Deuxièmement, les lignes de transmission ont une partie purement résistive, mais aussi une partie inductive. Alors, on a vu dans les diapositives précédentes que les bobines, les inductances, consomment de la puissance réactive. Et on a aussi vu que la puissance réactive est conservée dans le réseau électrique et donc elle doit être produite quelque part. Alors on ne veut pas produire cette puissance réactive loin de là où elle est consommée parce que ça nécessite alors de la transporter et ça augmente la puissance apparente qui doit être transportée. En particulier, transporter cette puissance réactive va nécessiter des courants plus grands et va entraîner des pertes ohmiques plus importantes dans les lignes de transmission. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire pour corriger cette situation, et dans les deux cas, ça demande de rajouter des condensateurs pour produire la puissance réactive nécessaire au bon endroit. Alors tout d'abord, pour les lignes de transmission, le transporteur d'électricité va introduire périodiquement le long de ces lignes des condensateurs. Deuxième chose, le fournisseur d'électricité va normalement exiger des gros consommateurs industriels en particulier, ceux qui ont des grosses charges inductives, de corriger leur facteur de puissance. Alors on va expliquer ce que cette expression veut dire, mais en pratique, ça implique de rajouter des condensateurs de la bonne taille pour générer localement la puissance réactive dont ils ont besoin. Alors ces condensateurs, ils ne vont pas consommer de puissance active ou réelle, donc ça ne va pas changer la facture d'électricité de l'industriel. Par contre, ils vont contribuer à changer l'angle d'impédance aux bornes de la charge totale du consommateur industriel. Et au final, ça va permettre à la compagnie d'électricité de réduire ses pertes dans ses lignes de transmission. Alors dans les diapositives suivantes, on va expliquer tout ça en équation. Alors, tout d'abord, on définit le facteur de puissance qu'on dénotera petit f d'un composant d'impédance Z comme le rapport de la puissance moyenne ou réelle délivrée à ce composant divisé par la puissance apparente délivrée au composant. Donc on rappelle que la puissance moyenne P est la partie réelle de la puissance complexe, la puissance apparente est le module de la puissance complexe S, et puis l'angle de la puissance complexe est le même que l'angle d'impédance Z, c'est phi V moins phi I, la phase de la tension moins la phase de l'intensité. Donc P sur module de S est égal à cosinus de cet angle d'impédance, et c'est ce cosinus de cet angle d'impédance qu'on appelle le facteur de puissance. Alors en particulier, on peut écrire que P égale F fois la puissance apparente, et F est toujours inférieur ou égal à 1. L'utilisation du facteur de puissance est standard quand on parle des réseaux électriques, mais en fait, on est intéressé par l'angle de phase d'une charge d'impédance Z. Et le facteur de puissance, à cause du cosinus, ne permet pas de récupérer exactement l'angle de phase. L'angle de phase θ ou moins θ donne le même facteur de puissance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un qualificatif au facteur de puissance pour pouvoir retrouver l'angle de phase à partir de la donnée du facteur de puissance. Alors, si θ, l'angle de phase, est positif, c'est-à-dire que le composant, le dipôle, est plutôt inductif, on dit que le facteur de puissance est en retard. Alors, dans ce cas, on a phi V plus grand que phi I. Le courant est essentiellement en retard sur le signal de tension.
A l'inverse, si l'angle de phase θ est négatif, c'est-à-dire le dipôle est plutôt capacitif, on dit que le facteur de puissance est en avance. Et dans ce cas, donc, phi v est inférieur à phi i, le courant est en avance sur la tension. Donc par exemple, si on vous dit qu'un dipôle a un facteur de puissance de 0,8 en retard, ça veut dire que l'angle de phase est arc cosinus de 0,8 et on sait que θ est positif, donc ça nous donne 36,87 degrés. Si par contre le facteur de puissance est de 0,8 mais en avance, alors on sait que θ est négatif et donc il vaudra moins 36,87 degrés. Voyons maintenant le scénario pour le problème de correction de facteur de puissance. Alors, sur le circuit de cette diapositive, on a tout d'abord une source sinusoïdale de tension qui représente essentiellement un générateur d'Hydro-Québec par exemple. Ensuite, on a une ligne de transmission en bleu ici qui peut être modélisée par une résistance en série avec une bobine. Et enfin, on a un dipôle terminal en noir ici qui représente la charge du client du fournisseur d'électricité. Alors ce client consomme une certaine puissance réelle ou active. Cette puissance active, on ne veut pas la changer. Par contre, il consomme aussi une certaine puissance réactive et donc une puissance apparente, module de S ici, qui est supérieure à la puissance réelle. Et donc le but est de diminuer ici la puissance réactive consommée par le client. Donc la solution ici va être de mettre une impédance en parallèle de la charge initiale du client pour compenser sa réactance. Alors typiquement, comme on avait dit, la charge du client sera inductive et donc on va mettre une capacité pour produire la puissance réactive consommée par la charge inductive. Alors si on regarde le diagramme d'impédance et de puissance en bas ici, au départ, le client a une impédance Z avec une certaine résistance R, une certaine réactance X. Et il consomme une certaine puissance complexe S composée d'une partie réelle P et d'une puissance réactive Q avec un angle ici qui est le même que l'angle pour l'impédance. Et le but ici est de diminuer Q, c'est-à-dire ramener S vers l'axe des réels ici, ou encore ramener θ vers 0, ce qui se traduit par ramener le facteur de puissance qui est cosinus θ vers 1. Donc on va essentiellement changer la réactance de notre charge ici pour avoir idéalement une charge purement résistive. Alors passons maintenant à l'analyse pour savoir quelle impédance mettre en parallèle de notre charge initiale. Alors l'impédance de la charge initiale, on la dénote ici Z et on l'écrit R plus JX ou encore module de Z exponentielle Jθ, donc θ est l'angle d'impédance. Alors comme on va mettre des charges en parallèle, il va être plus pratique d'utiliser les admittances. Donc Y ici est égal à 1 sur module de Z exponentielle moins Jθ. Ou bien on le décompose aussi en une conductance plus J fois B, B étant la susceptance. Alors de cette expression en particulier, on a que B sur G est égal à moins tangente θ. Alors la compensation pour la diminution du facteur de puissance consiste à ajouter une impédance Z1 ou encore une admittance Y1. Et comme on les met en parallèle, la nouvelle charge totale du client va être YC ici est égale à Y, l'admittance initiale, plus Y1. Maintenant, comme on veut aussi maintenir la puissance réelle délivrée à la charge P à la même valeur, le dipôle qu'on va ajouter pour la compensation ne doit pas contenir de partie résistive qui consommerait de la puissance, donc il va être purement capacitif ou inductif.
En conséquence, l'admittance Y1 qu'on rajoute peut s'écrire JB1, ou bien en termes d'impédance, Z1 peut s'écrire JX1. Finalement, initialement, l'angle d'impédance ou angle de phase φV moins φI était θ et correspondait à un certain facteur de puissance F. Après compensation, le nouvel angle de phase sera θc et correspondra à un facteur de puissance Fc désiré. Donc Fc va être en général proche de 1 et le fournisseur d'électricité spécifie une valeur minimum de Fc. Donc après compensation, l'admittance de notre charge totale s'écrit G plus JB qui était l'admittance initiale plus JB1 ici. Et en particulier, on n'a que moins tangente θc avec θc l'angle de phase désiré est égal à B plus B1 sur G. Alors de cette dernière formule ici, on en déduit immédiatement la susceptance B1 qu'il faut rajouter. Donc B1 vaut moins G tangente θc moins B. Et puis en mettant G en facteur ici et en utilisant le fait que B sur G égale moins tangente θ avec θ l'angle de phase initial, on obtient que la susceptance B1 à rajouter est égale à G fois tangente θ moins tangente θc. Alors G est la conductance initiale ici, et puis je pourrais exprimer ce G directement en fonction des paramètres de l'impédance, sous la forme R divisé par R2 plus X2. Alors cette relation entre conductance et puis résistance et réactance se démontre facilement, et le calcul avait été fait dans un cours précédent. Alors encore une fois en pratique, typiquement la charge initiale va être inductive et le dipôle qu'on va rajouter pour la compensation va être purement capacitif. Donc la susceptance B1 va s'écrire oméga C1 et oméga ici est la pulsation à laquelle oscille notre réseau électrique. Donc voici sur cette diapositive un exercice que je vous demande de faire. On a une charge industrielle qui consomme, disons, 300 kVA. Son facteur de puissance initial est de 0,75 en retard. Et cette charge est alimentée par une source de tension de 600 volts RMS à 60 Hz. Alors RMS, je rappelle, dénote la valeur efficace. Alors ce qu'on demande à partir de ces données, c'est de calculer la puissance complexe délivrée à cette charge, l'intensité, plutôt le phaseur de l'intensité qui traverse cette charge, et puis l'impédance de cette charge. Et enfin, vous devez calculer ici la valeur du condensateur qui est nécessaire pour amener le facteur de puissance de 0,75 à 0,9 en retard. Enfin, je vais profiter du fait qu'on parle de puissance pour rappeler le théorème du transfert maximal de puissance. Alors ce théorème de transfert maximal de puissance avait été vu dans ELE 1600A, mais peut-être uniquement dans le cas purement résistif. Ici, on va le voir dans le cas de dipôles qui ont des impédances complexes quelconques. Donc le problème est le suivant. On suppose qu'on a une source constituée d'une source de tension idéale et d'une impédance complexe ZS en série. Alors ici, on va s'intéresser au régime permanent sinusoïdal, donc à une pulsation oméga donnée. Et le problème est de savoir pour quelle valeur d'impédance ZL, ici, la puissance active délivrée par la source à la charge est maximale. Alors pour ça, on commence par écrire l'expression de la puissance réelle délivrée à la charge. Donc P est égal à la partie réelle de la puissance complexe qui est le phaseur de tension efficace multiplié par I étoile efficace. Alors par un simple diviseur de tension, le phaseur VL est égal à ZL divisé par ZS plus ZL fois le phaseur V efficace.
Donc c'est ce que j'ai écrit ici dans le premier terme. Pour l'expression de I étoile efficace maintenant, on utilise simplement la loi d'Ohm et on a que c'est égal à V étoile efficace divisé par ZS plus ZL étoile. Donc c'est le deuxième terme ici. Donc en bas, au dénominateur, on se retrouve avec ZS plus ZL fois ZS étoile plus ZL étoile, ce qui se réécrit ZS plus ZL en modulo carré. Ensuite, on a le produit du phaseur VF par son complexe conjugué, ce qui nous donne son modulo carré, donc la valeur efficace de la tension aux bornes de la source idéale au carré. Et enfin, au numérateur, il nous reste une partie réelle de ZL ici. Alors en écrivant maintenant Z comme R plus JX, cette expression ici, pour la puissance réelle, serait écrit RL divisé par donc, le module au carré au dénominateur et RS plus RL au carré, plus XS plus XL au carré, et tout ça multiplié par la tension efficace au carré. Et la question maintenant se réduit à savoir pour quelle valeur de RL et XL est-ce que P ici est maximisé. Alors tout d'abord pour XL, la réactance de la charge, cette réactance n'apparaît qu'au dénominateur ici dans le terme XS plus XL au carré. Alors pour avoir P le plus grand possible, le mieux qu'on puisse faire, c'est de mettre ce deuxième terme à 0 ici. Et pour ça, on peut simplement prendre XL est égal à moins XS. Et on obtient alors une expression qui ne dépend plus que de RL. RL divisé par RS plus RL au carré fois VF au carré pour la puissance moyenne. Ensuite, à ce moment-là, on peut trouver la valeur RL qui maximise P, ici simplement en prenant la dérivée de P par rapport à RL et en la mettant à 0. Et je vous laisserai montrer après calcul que ça nous donne la valeur RL qui doit être égale à RS. Alors ce résultat en particulier a été vu en ELE 1600A. Donc en conclusion, pour un transfert maximum de puissance, il faudra prendre une impédance de charge ZL ici, qui a la même résistance que la source, donc RL égale RS, et qui a une réactance opposée à celle de la source, c'est-à-dire XL est égal à moins XS. Alors ces deux conditions peuvent s'écrire de manière compacte comme ZL est égal au complexe conjugué de ZS. Alors dans ces conditions, quelle puissance transfère-t-on à la charge? Donc on prend RL égale RS, on obtient dans cette expression ici RS divisé par 2RS au carré fois VF au carré, ce qui nous donne donc V efficace au carré divisé par 4RS.